Dans les couloirs étroits de Radio Culturelle Toulouse, Élise Morin glisse silencieusement entre les studios, son casque audio vissé sur les oreilles comme un bouclier invisible. À 28 ans, elle maîtrise l'art de se fondre dans les murs de briques roses de cette station centenaire, nichée au cœur du quartier Saint-Cyprien. Ses doigts agiles dansent sur les consoles de mixage, effaçant les bruits parasites, lissant les imperfections vocales des animateurs vedettes qui ne connaissent même pas son nom. Le parfum discret de bergamote qu'elle porte se mélange à l'odeur de vieux cuir des fauteuils du studio principal. Chaque matin, elle arrive avant l'aube, quand les rues pavées de Toulouse brillotent encore de rosée, et repart après le coucher du soleil, évitant les regards, fuyant les conversations superflues. « Élise, tu peux vérifier la qualité audio de l'émission de demain ?» lance Fabrice, le directeur technique, sans lever les yeux de son écran. Elle acquiesce d'un simple hochement de tête, récupère les fichiers et disparaît dans sa cabine technique au sous-sol. Ici, entourée d'équipements sophistiqués et du bourdonnement réconfortant des machines, elle se sent en sécurité, loin des projecteurs, loin des jugements, loin des hommes qui promettent le monde avant de tout détruire. Les cicatrices émotionnelles laissées par Damien, son ex-compagnon, pulsent encore parfois comme des blessures mal refermées. Il lui avait dit qu'elle ne valait rien, qu'elle devrait être reconnaissante de son attention. Pendant 3 ans, elle l'avait cru. Maintenant, à travers ses écouteurs, elle écoute la mélodie mélancolique de Clair de Lune de Debussy en ajustant les niveaux sonores d'une interview politique. La musique l'apaise, lui rappelle que la beauté peut exister sans douleur. Ses cheveux châtains tombent en cascade devant ses yeux verts, créant un rideau protecteur contre le monde extérieur. Soudain, la porte de son studio s'ouvre brutalement. Fabrice apparaît, le visage tendu, tenant une enveloppe officielle. « Élise, nous avons un problème, ou peut-être une opportunité, je ne sais plus. » Il pose l'enveloppe sur sa console. La station vient d'être rachetée. Le nouveau propriétaire prend le contrôle dès lundi. Elle retire lentement ses écouteurs, le cœur battant. « Qui ça ?»« Théodore Lemaître, le magnate des médias. Tu sais, celui qui possède la moitié des chaînes de télévision européennes. » Fabrice secoue la tête, incrédule. Personne ne s'y attendait. Il a fait une offre que le conseil d'administration n'a pas pu refuser. Élise connaît ce nom. Tout le monde en France connaît Théodore Lemaître, l'enfant prodige devenu empereur des médias à 36 ans. Les journaux People racontent sa vie de milliardaire excentrique, ses décisions imprévisibles, ses révolutions dans l'industrie du divertissement. Un homme habitué à obtenir ce qu'il veut, quand il le veut. « Qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» murmure-t-elle, ses mains tremblant imperceptiblement sur les boutons de la console. « Aucune idée. Mais change rien à ta façon de travailler. Tu es la meilleure technicienne son de Toulouse, Élise, même si tu ne le crois pas. » Seule dans son studio, Élise fixe l'enveloppe sans l'ouvrir. À travers les murs épais, elle entend les voix familières des animateurs qui préparent l'émission du soir. Ces voix qu'elle connaît par cœur, qu'elle sublime chaque jour dans l'ombre, sans reconnaissance ni gloire. Elle repense aux mots de Damien. « Tu n'es rien sans moi, Élise. » Une petite souris grise que personne ne remarque. Ces mots l'avaient brisée, mais aussi protégée. Dans l'invisibilité, elle avait trouvé la paix. Maintenant, l'arrivée de cet homme puissant menace cet équilibre fragile. Dehors, les cloches de la basilique Saint-Cernin sonnent 18 heures. Élise range soigneusement son matériel, éteint les machines une à une et s'apprête à regagner son petit appartement près du canal du Midi. Demain, sa vie va peut-être basculer. Mais pour l'instant, elle savoure ses dernières heures d'anonymat, ignorant qu'à quelques kilomètres de là, dans son bureau temporaire avenue des Minimes, Théodore Lemaître écoute en boucle un ancien enregistrement test où sa voix, pure et cristalline, avait été captée par accident il y a 6 mois. Le lundi matin arrive comme une tempête silencieuse. Élise pousse la porte de Radio Culturelle Toulouse à 7 heures précises, mais l'atmosphère familière a disparu. Des hommes en costume sombre arpentent les couloirs. Des cartons s'empilent près de la réception et une effervescence inhabituelle règne dans les studios. « Élise !» Fabrice l'intercepte avant qu'elle n'atteigne son refuge souterrain. Il est là, Lemaître. Il veut rencontrer tout le monde dans la salle de conférence dans 10 minutes. Son estomac se noue. Elle qui évite soigneusement les réunions, les assemblées, tout ce qui l'oblige à être vue et entendue. « Je peux pas, j'ai du travail à finir. » Non, il a insisté. Tout le monde, sans exception. Le regard de Fabrice trahit sa propre nervosité. Il a déjà viré 3 personnes à Lyon la semaine dernière. On ne prend aucun risque. Résignée, Élise suit le flot d'employés inquiets vers la grande salle de conférence au premier étage. Elle choisit une place au fond, près de la fenêtre donnant sur les toits rouges de Toulouse,
espérant passer inaperçu dans la masse des 40 employés rassemblés. Puis il entre. Théodore Lemaître ne ressemble pas aux photos des magazines. Plus grand qu'elle ne l'imaginait, il porte un pull en cachemire bleu marine et un jean, loin de l'image du businessman en costume-cravate. Ses cheveux bruns légèrement ébouriffés et ses yeux d'un gris acier donnent une impression de décontraction maîtrisée. Mais c'est son regard qui l'a saisi, perçant, intelligent, comme s'il voyait à travers les façades que chacun s'efforce de maintenir. « Bonjour à tous », commence-t-il d'une voix grave et posée. « Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas racheté cette station par sentimentalisme. J'ai un projet, une vision pour l'avenir de la radio culturelle en France. » Il arpente la pièce tout en parlant, ses mains expressives dessinant ses idées dans l'air. Élise remarque une petite cicatrice sur son front, vestige d'une blessure ancienne qui humanise son visage parfait. « Nous allons révolutionner la programmation, attirer un public plus jeune sans perdre notre âme culturelle. Pour cela, j'ai besoin de talents authentiques, de personnes passionnées qui comprennent vraiment ce qu'est la radio. » Élise se tasse sur sa chaise, priant pour que cette réunion se termine rapidement. Mais alors, l'impensable se produit. Théodore s'arrête au milieu de sa phrase, son regard balayant l'assemblée jusqu'à s'arrêter sur elle. Un silence pesant s'installe. « Vous savez, reprend-il lentement, il y a 6 mois, j'ai entendu un enregistrement qui m'a marqué. Une voix d'une pureté rare, captée par accident lors d'un test technique. Son regard ne quitte pas Élise, qui sent le sang quitter son visage. Cette voix appartenait à Élise Morin, votre ingénieur son. Elle est l'âme invisible de cette station. » Un murmure parcourt l'assemblée. Toutes les têtes se tournent vers Élise, qui voudrait disparaître sous terre. Son cœur bat si fort qu'elle craint que tout le monde l'entende. « Mademoiselle Morin, » continue Théodore en s'approchant de sa rangée, « votre travail technique est remarquable, mais votre voix a quelque chose d'unique. J'aimerais vous parler après cette réunion. » Élise se lève brusquement, bousculant sa chaise. « Excusez-moi, je dois... » Elle fuit la salle sous les regards ébahis de ses collègues, dévalant les escaliers jusqu'à son studio souterrain où elle s'enferme, le souffle court. Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment ose-t-il l'exposer ainsi devant tout le monde? Elle qui a passé des années à construire ses défenses, à se protéger derrière l'anonymat. En quelques mots, cet homme vient de détruire son refuge. Ses mains tremblent en manipulant les boutons de sa console. Les voix de ses collègues résonnent dans les couloirs, chargées de curiosité et de spéculation. « Tu savais qu'Élise avait une belle voix? Pourquoi elle se cache tout le temps? Vous pensez qu'il y a quelque chose entre eux ?» Les larmes montent, mais elle les refoule. Pleurer est un luxe qu'elle ne peut plus se permettre depuis Damien. À la place, elle enfile ses écouteurs et monte le volume au maximum, laissant la musique de Satie noyer les battements affolés de son cœur. Mais même l'art ne peut effacer l'image de ses yeux gris qui semblaient lire dans son âme, ni le frisson étrange qu'elle a ressenti quand Théodore Lemaître a prononcé son nom devant 40 personnes, comme une déclaration publique qu'elle ne comprend pas encore. 3 coups discrets résonnent à la porte du studio souterrain. Élise ignore le bruit, concentrée sur le montage d'une chronique littéraire qu'elle peaufine depuis ce matin. Mais les coups reprennent, plus insistants. « Mademoiselle Morin !» La voix de Théodore traverse la porte blindée. « Je sais que vous êtes là, nous devons parler. » Elle ferme les yeux, espérant qu'il abandonne. Depuis la réunion d'hier, elle évite soigneusement les espaces communs, arrive plus tôt et repart plus tard pour éviter les regards curieux de ses collègues. Mais visiblement, il n'est pas du genre à renoncer facilement. « Je peux attendre », ajoute-t-il avec une patience déconcertante. « J'ai tout mon temps. » Au bout de 10 minutes de silence obstiné, Élise capitule et ouvre la porte. Théodore se tient dans le couloir étroit, tenant 2 gobelets de café fumant. Il a troqué son pull de cachemire contre une chemise blanche aux manches retroussées, révélant des avant-bras musclés marqués d'une fine cicatrice au poignet gauche. « Café ?» propose-t-il avec un sourire désarmant. « Je l'ai pris au bistrot d'en face. Le vôtre de la machine du hall ressemble plus à de l'huile de moteur. » Malgré elle, Élise esquisse un micro-sourire. Elle connaît bien le café infect de la station. « Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur le maître ?»« Théodore, » corrige-t-il en lui tendant un gobelet, « et je veux vous proposer quelque chose. » Elle s'écarte pour le laisser entrer dans son antre technique. Il examine les équipements avec l'œil d'un connaisseur, effleurant du bout des doigts la console de mixage vintage qu'Élise a restaurée elle-même. « Impressionnant, » murmure-t-il. « Vous avez transformé ce sous-sol en cathédrale du son. » Il se tourne vers elle, et elle remarque de fines ridules au coin de ses yeux, témoins d'une fatigue que les magazines ne montrent jamais. « Parlez-moi de cet enregistrement, celui où votre voix a été captée. » Élise serre le gobelet brûlant entre ses mains. « C'était un accident. Je testais les niveaux pour l'émission de Fabrice,
et j'ai oublié d'éteindre mon micro. Je récitais juste un poème, pour vérifier la qualité audio. Quel poème? Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Sa voix se fait plus douce, presque fragile. Ma grand-mère me le récitait quand j'étais petite. Théodore s'approche imperceptiblement. Vous avez dit ces vers avec une mélancolie si pure. J'ai écouté cet enregistrement des dizaines de fois. Votre voix transporte une émotion que la plupart des gens passent leur vie à chercher. Vous vous trompez. Élise recule instinctivement. Je ne suis qu'une technicienne. Je reste dans l'ombre pour de bonnes raisons. Lesquelles? Sa question tombe comme une pierre dans un puits, directe, sans détour. Elle détourne le regard, fixant les voyants lumineux de sa console. Comment expliquer à cet homme habitué au succès et au pouvoir qu'elle a appris à se méfier de l'attention masculine, que les compliments sonnent toujours comme des pièges à ses oreilles? Je ne cherche pas la célébrité, finit-elle par répondre. Je suis bien où je suis. Même si vous gâchez un talent extraordinaire, la colère monte en elle, chaude et familière. Qui êtes-vous pour décider de ce que je gâche ou pas? Vous me connaissez depuis quoi, 2 jours? Théodore ne bronche pas face à sa véhémence. Au contraire, quelque chose s'allume dans son regard. Vous avez raison, je ne vous connais pas, mais j'aimerais apprendre. Pourquoi? La question jaillit malgré elle, chargée de toutes ses blessures passées. Il reste silencieux un long moment, étudiant son visage comme s'il cherchait les mots justes. Parce que dans un monde où tout le monde hurle pour être entendu, votre silence a quelque chose de fascinant. Et parce que votre voix, elle me rappelle qui j'étais avant de devenir celui que je suis aujourd'hui. Cette vulnérabilité inattendue déstabilise Élise. Elle s'attendait à de l'arrogance, de la condescendance, pas à cette sincérité dérangeante. « Je ne suis pas un projet de rédemption, monsieur. » Théodore, se reprend-elle. « Trouvez quelqu'un d'autre pour votre révolution radiophonique. » Il pose son gobelet vide sur la console et se dirige vers la porte. Avant de sortir, il se retourne une dernière fois. « Je ne renonce jamais, Élise, mais je ne force personne non plus. Quand vous serez prête à sortir de l'ombre, vous savez où me trouver. » Seule dans son studio, Élise laisse échapper un long soupir. Par la fenêtre du soupirail, elle aperçoit les pieds des passants qui arpentent les trottoirs de Toulouse, libres de vivre leur vie sans se cacher. Pour la première fois depuis des années, elle se demande à quoi ressemblerait la sienne si elle n'avait pas si peur de la lumière. Une semaine s'écoule dans une étrange tension. Théodore Lemaître bouleverse l'organisation de la station avec une efficacité redoutable. Nouveaux créneaux horaires, embauche d'animateurs venus de Paris, modernisation des équipements. Mais il n'importune plus Élise, se contentant de saluer poliment quand leurs chemins se croisent dans les couloirs. Cette distance respectueuse la trouble plus qu'elle ne veut l'admettre. Ce mardi soir, alors qu'elle s'apprête à quitter la station, après avoir masterisé l'émission du lendemain, Fabrice fait irruption dans son studio, visiblement agité. « Élise, on a un problème énorme. Caroline vient d'appeler. Elle a une laryngite carabinée. Impossible de présenter Nuit culturelle ce soir. Et l'invitée, Margot Kellner, la célèbre romancière, arrive de Berlin spécialement pour ça. » Le cœur d'Élise s'emballe. « Et alors, reporter l'émission. Impossible. C'est du direct. Et Kellner repart demain matin. Le maître veut absolument maintenir le programme. » Fabrice la regarde avec un mélange d'espoir et d'embarras. « Il a suggéré que tu pourrais... » « Non. » Sa réponse jaillit, catégorique. « Absolument pas. Trouve quelqu'un d'autre. » « Il n'y a personne d'autre. Tous les autres animateurs sont en vacances ou indisponibles. Tu connais l'œuvre de Kellner par cœur. J'ai vu tes notes de lecture sur son dernier livre. S'il te plaît, Élise, juste cette fois. » La panique s'empare d'elle. Être entendue par des milliers d'auditeurs, exposée, vulnérable, jugée, ses mains se mettent à trembler. « Je ne peux pas, » murmure-t-elle. « Tu ne comprends pas. Je ne peux vraiment pas. » Fabrice s'agenouille à côté de sa chaise. « Élise, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait croire que tu ne valais rien ?» Cette question inattendue fissure ses défenses. Les souvenirs remontent. Damien qui critiquait sa façon de parler, qui l'interrompait systématiquement en public, qui lui avait fait croire que sa voix était agaçante, que ses opinions étaient stupides. « Quelqu'un qui voulait me faire taire », avoue-t-elle dans un souffle. Eh bien, cette personne avait tort. La voix de Théodore s'élève depuis l'embrasure de la porte. Il entre sans attendre d'autorisation, s'accroupit face à elle. « Élise, regardez-moi. » Contre sa volonté, elle lève les yeux vers lui. Son regard gris est d'une douceur inattendue. « Je ne vous demande pas d'être Caroline. Je ne vous demande pas de jouer un rôle. Soyez juste vous-même. Parlez de littérature comme vous en parlez avec vos livres, dans l'intimité de votre appartement. Les auditeurs sentiront votre sincérité. Et s'ils me détestent? Et s'ils vous adorent? Rétorque-t-il doucement. « Élise,
vous avez le droit d'exister pleinement, pas seulement dans l'ombre. Quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il prononce son prénom, fait vaciller ses résistances. Elle pense à Margot Kellner, à ses romans poignants qui l'ont accompagnée durant tant de nuits solitaires. « Si j'accepte, dit-elle finalement, vous restez dans la régie. Je ne veux pas me sentir seule. » Le sourire qui illumine le visage de Théodore pourrait réchauffer l'hiver toulousain. 2 heures plus tard, Élise s'installe face au micro du studio principal, les mains moites, le cœur battant la chamade. À travers la baie vitrée, elle voit Théodore aux côtés de Fabrice dans la régie, son regard bienveillant posé sur elle. « Bonsoir, je suis Élise Morin », commence-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Exceptionnellement, je remplace Caroline Dubois pour Nuit culturelle. » Au fil de l'émission, quelque chose de magique se produit. Margot Kellner, une femme de 60 ans aux cheveux argentés et au sourire chaleureux, met Élise à l'aise par sa simplicité. Elles évoquent l'écriture, l'exil, l'amour perdu et retrouvé. Élise oublie les milliers d'auditeurs invisibles, ne parlant plus qu'à cette femme face à elle qui l'écoute avec un respect sincère. « Vous avez une façon très personnelle d'aborder mes textes », remarque Margot vers la fin de l'émission. « Vous comprenez la solitude de mes personnages. »« Peut-être parce que je la connais bien », répond Élise sans réfléchir. Quand le générique de fin retentit, Margot lui serre la main avec émotion. « Merci pour cette heure magnifique. J'espère vous réécouter bientôt. » Dans la régie, Théodore affiche un sourire triomphant. « Vous voyez, vous avez été extraordinaire. » Mais Élise n'écoute déjà plus. Elle ramasse précipitamment ses affaires et fuit le studio, submergée par un mélange d'exaltation et de terreur. Dehors, dans la fraîcheur de la nuit toulousaine, elle s'appuie contre le mur de briques et respire profondément. Elle vient de franchir une ligne invisible, et quelque chose lui dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Les réactions ne tardent pas. Dès le lendemain matin, la boîte mail de la station croule sous les messages d'auditeurs réclamant le retour d'Élise. Les réseaux sociaux s'enflamment de commentaires élogieux sur cette nouvelle voix authentique qui fait du bien aux oreilles. Fabrice, surexcité, fait défiler les retours positifs sur son ordinateur. « Écoute ça », lit-il à voix haute. Enfin, quelqu'un qui ne joue pas la comédie à la radio. Mademoiselle Morin nous parle comme à des amis. Et là, sa façon de questionner était si fine, si respectueuse. J'ai appris des choses sur Kellner que je n'avais jamais vues ailleurs. Élise se contente d'acquiescer distraitement, occupée à réparer une table de mixage défectueuse. Mais au fond d'elle, une fierté timide commence à poindre. Pour la première fois depuis des années, elle a fait quelque chose qui compte. « Il faut qu'on parle », annonce Théodore en entrant dans le studio technique. Il tient une tablette couverte de graphiques colorés. Les audiences d'hier soir ont explosé tous nos records, plus 40% par rapport à la moyenne habituelle de Caroline. Élise lève les yeux de sa table de mixage méfiante. « Et alors ? Alors j'aimerais vous proposer de co-animer Nuits culturelles avec Caroline, une émission par semaine pour commencer. » « Non », sa réponse fuse, automatique. « Élise !» commence Fabrice. « Non !» répète-t-elle plus fermement. « Une fois, d'accord, mais je ne veux pas devenir animatrice. C'est hors de question. » Théodore s'approche, pose la tablette sur la console. « Pourquoi vous obstinez-vous à vous diminuer? Hier soir, vous avez prouvé que... »« Que quoi ?» l'interrompt-elle, la colère montant. « Que je peux faire illusion pendant 1 heure. Que je peux jouer à être quelqu'un d'autre. Non. Que vous pouvez être vous-même et que c'est largement suffisant. » Ces mots la touchent au cœur, réveillant des émotions qu'elle préfère garder enfouies. Vous ne comprenez pas. Vous êtes né pour être sous les projecteurs. Moi, je survis dans l'ombre. C'est différent. Qui vous a fait croire ça? La question de Théodore tombe dans un silence pesant. Élise détourne le regard. Les souvenirs de Damien ressurgissent. Ses moqueries quand elle exprimait une opinion différente, sa façon de la rabaisser devant ses amis, de lui faire croire qu'elle n'était rien sans lui. Quelqu'un qui m'aimait, soi-disant. Il se trompait, affirme Théodore, avec une conviction qui la déstabilise. Vous ne me connaissez même pas. Je vous connais suffisamment pour savoir que vous avez un don et que vous avez le droit de vous en servir. L'émotion est trop forte. Élise ramasse ses affaires et sort précipitamment du studio, laissant Théodore et Fabrice dans un silence embarrassé. Dehors, elle marche sans but le long du canal du Midi, ses pensées tourmentées par la conversation. Les platanes centenaires laissent filtrer une lumière dorée qui danse sur l'eau, créant des reflets hypnotiques. Elle s'assoit sur un banc face à l'eau, tentant de retrouver son calme. « Élise !» Une voix féminine l'interpelle. Elle se retourne et découvre Caroline Dubois, l'animatrice vedette de la station qui s'approche avec un sourire chaleureux. « Caroline, comment va votre laryngite ? » « Beaucoup mieux, merci. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais vous voir. »
Caroline s'assoit à côté d'elle. « J'ai écouté votre émission hier soir, vous avez été fantastique. »« Merci, mais... » »« Laissez-moi finir, » l'interrompt Caroline gentiment. « Ça fait 15 ans que je fais de la radio. J'ai de l'expérience, de la technique. Mais vous avez quelque chose que je n'aurai jamais. Une sincérité, une émotion brute qui touche directement le cœur des gens. » Élise reste silencieuse, troublée par ces mots. « Je ne me sens pas menacée par votre talent, » continue Caroline. « Au contraire, je pense qu'on pourrait faire du très bon travail ensemble. Moi avec mon expérience, vous avec votre authenticité. Je ne sais pas si j'en suis capable. Hier soir, vous l'avez prouvé. » Caroline lui prend doucement la main. « Élise, j'ignore ce qui vous a abîmé dans le passé, mais ne laissez pas la peur vous priver d'une vie épanouie. Vous le méritez. » Le soir venu, Élise rentre dans son petit appartement rue Pargaminière, l'esprit en ébullition. Elle se prépare un thé à la verveine et s'installe sur son canapé défraîchi, entourée de ses livres familiers. Sur sa table basse trône un exemplaire dédicacé du dernier roman de Margot Kellner. Pour Élise, qui sait écouter les silences, avec toute mon amitié, elle repense aux paroles de Caroline, au regard bienveillant de Théodore, aux messages enthousiastes des auditeurs. Pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoit la possibilité d'une autre vie, une vie où elle n'aurait plus à se cacher, mais cette perspective la terrifie autant qu'elle l'attire. Le vendredi matin apporte une révélation inattendue. Élise découvre Théodore dans son studio, affalé dans le vieux fauteuil de cuir qu'elle avait récupéré aux objets trouvés. Il dort profondément, son visage détendu révélant une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. Ses cheveux sont ébouriffés, sa chemise froissée, et elle remarque des cernes profonds sous ses yeux. « Monsieur le maître ?» murmure-t-elle. Il sursaute, cligne des yeux pour retrouver ses repères. « Élise, pardon, je ne voulais pas. » Il se redresse péniblement, passe une main dans ses cheveux. « Quelle heure est-il ? 7 heures du matin. Qu'est-ce que vous faites là ?» Un sourire embarrassé étire ses lèvres. « Je travaillais tard hier soir sur les nouvelles programmations. » Je me suis assoupi. Il regarde autour de lui. « Votre studio est plus calme que mon bureau. Ici, pas de téléphone qui sonne, pas d'assistant qui débarque. » Élise note la fatigue dans sa voix, la tension qui crispe ses épaules. Pour la première fois, elle entrevoit l'homme derrière l'empire médiatique. « Vous n'avez pas d'appartement à Toulouse ?»« Si, j'ai un appartement avenue Foch depuis le rachat, mais c'est impersonnel. » Il se lève, remet de l'ordre dans sa tenue. Un palace décoré par un designer hors de prix. Très beau, très froid. Cette confidence inattendue la surprend. « Pourquoi me dites-vous ça ?» Théodore s'approche de sa console de mixage, effleure les boutons avec respect. « Peut-être parce que vous êtes la seule personne que je connaisse qui ne s'intéresse pas à mon argent. » Ça repose. « Vous ne me connaissez pas vraiment. Je commence à vous connaître. » Son regard se pose sur elle, intense. « Hier, j'ai passé des coups de fil, discrètement. Sur votre ancien travail à Radio Occitanie. » Le sang d'Élise se glace. « Qu'est-ce que vous avez appris ? Que vous étiez brillante, que vous aviez des idées novatrices pour moderniser la grille, et qu'un jour, vous avez tout quitté du jour au lendemain, sans explication. » Il marque une pause. « Votre ancien chef technique m'a dit qu'un homme venait souvent vous chercher, qu'il était possessif. » Les mains d'Élise se mettent à trembler. « Vous n'aviez pas le droit de fouiller dans ma vie privée. J'avais besoin de comprendre pourquoi vous vous cachez, parce que ce n'est pas naturel, Élise. Pas pour quelqu'un comme vous, quelqu'un comme moi. » Sa voix se brise légèrement. Quelqu'un de talentueux, d'intelligent, de sensible. Il s'approche encore mais s'arrête à distance respectueuse. Cet homme, celui qui vous a fait du mal, il vous a menti. Surtout, les larmes montent malgré elle. Demian disait que j'étais trop émotive, trop fragile pour le monde extérieur, qu'il me protégeait. Il vous isolait, corrige Théodore doucement. C'est différent. Comment vous pouvez en être si sûr ? Théodore reste silencieux un long moment, comme s'il pesait ses mots. Parce que j'ai grandi avec un père qui utilisait les mêmes méthodes. Pas les coups, mais les mots, les humiliations constantes, la mise sous contrôle. Sa voix se durcit. Pierre Lemaître, le grand patron de presse, était un tyran domestique. Il m'a fallu des années pour comprendre que sa protection était en réalité une prison. Cette révélation bouleverse Élise. Elle n'imaginait pas que cet homme puissant ait pu connaître la même vulnérabilité qu'elle. « Comment vous vous en êtes sorti ?»« En prenant son empire, » répond-il avec un sourire amer. Ironique, non? Mais ça n'a pas suffi à réparer les dégâts. Je suis encore en thérapie. Cette admission de faiblesse, venant d'un homme habitué au contrôle, touche Élise au plus profond. Pourquoi vous me racontez ça? Parce que je reconnais les symptômes. Cette façon de vous diminuer, de vous cacher. Ce n'est pas vous, Élise, c'est lui.
Les larmes coulent maintenant librement sur ses joues. J'ai tellement peur. Peur d'être vu, jugé, rejeté. Je sais. Théodore tend doucement la main vers elle, s'arrête quand elle recule instinctivement. Mais vous n'êtes plus seule. Et vous n'êtes plus avec lui. Élise s'essuie les yeux avec sa manche. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous intéressez à moi? La question flotte dans l'air chargé d'émotion. Théodore la regarde avec une intensité qui la fait frissonner. Parce que votre voix m'a sauvé, avoue-t-il finalement. Ce soir-là, il y a 6 mois, j'écoutais vos enregistrements test en boucle. J'étais au bout du rouleau, épuisé par les pressions, les responsabilités. Et soudain, j'ai entendu votre voix réciter Verlaine, comme une bouée dans la tempête. Vous mentez. Je ne mens jamais, Élise. C'est un défaut que m'a transmis mon père, l'incapacité à faire semblant. Il sourit tristement. Votre voix m'a rappelé qu'il existait encore de la beauté authentique dans ce monde, et j'ai eu envie de protéger ça, de vous protéger. Je ne veux pas qu'on me protège, murmure-t-elle. Je veux apprendre à me protéger moi-même. Alors apprenez, mais pas toute seule. Cette promesse résonne dans le petit studio comme une déclaration. Pour la première fois depuis des mois, Élise se sent moins seule face à ses démons. La nouvelle tombe un mardi matin comme un coup de tonnerre. Élise découvre en arrivant au studio que son nom s'étale à la une du journal People Éco Privé. Le magnate des médias Théodore Lemaître sous le charme d'une technicienne radio. L'article, accompagné d'une photo floue la montrant entrer dans la station, spécule sur une relation secrète entre le milliardaire et l'obscure employée devenue soudainement animatrice vedette. Ses mains tremblent en lisant les mensonges, romances cachées, promotion suspecte, favoritisme, tout y passe. L'article sous-entend qu'elle n'aurait obtenu son passage à l'antenne qu'en échange de faveurs intimes. Salopard, marmonne Fabrice en découvrant le journal sur son bureau. Qui a pu leur donner cette info? Élise se sent nauséeuse. C'est exactement ce qu'elle redoutait. Être exposée, jugée, salie. Il faut que je démissionne, murmure-t-elle. Pas question, rétorque une voix ferme depuis l'embrasure de la porte. Théodore entre visiblement furieux, tenant plusieurs exemplaires du journal. C'est exactement ce qu'ils veulent. Nous faire reculer. Nous? S'insurge Élise. Il n'y a pas de nous. Je ne vous ai rien demandé. C'est votre faute si on en arrive là. La gifle verbale atteint Théodore en plein cœur, mais il ne bronche pas. Vous avez raison d'être en colère, mais pas contre moi, contre eux. Qu'est-ce que ça change? Ma réputation est fichue. Dans 1 heure, tout Toulouse va croire que je couche avec vous pour avoir du boulot. Les mots d'Élise résonnent dans le studio, comme une accusation. Fabrice s'éclipse discrètement, les laissant face à leur conflit. Et si c'était vrai? Lance Théodore soudain. Et s'il y avait vraiment quelque chose entre nous? Élise le fixe, interdite. Qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez entendu. Il s'approche d'elle, ses yeux gris brillant d'une détermination nouvelle. Et si je vous disais que cet article n'a pas tout faux, que je ressens effectivement quelque chose pour vous? Arrêtez. Elle recule jusqu'à ce que son dos heurte la console de mixage. Vous rendez les choses encore pires. Pire ou plus clair? Il s'arrête à quelques centimètres d'elle. Élise, depuis 6 mois, je pense à votre voix tous les jours. Depuis que je vous ai rencontré, je pense à bien plus que votre voix. Vous ne pouvez pas dire ça. Pas maintenant. Et quand alors? Quand vous aurez fui une nouvelle fois? Quand vous vous serez convaincu que vous ne méritez pas d'être aimé? Le mot « aimer » la frappe comme une décharge électrique. Vous ne m'aimez pas. Vous ne me connaissez pas. Je connais votre façon de fermer les yeux quand vous écoutez de la musique. Je connais votre tic de vous mordiller la lèvre quand vous vous concentrez. Je sais que vous prenez votre café sans sucre, mais avec un nuage de lait. Je sais que vous lisez Simone de Beauvoir quand vous êtes triste, et Marguerite Duras quand vous êtes en colère. Chaque détail qu'il énumère la déstabilise davantage. Comment vous? Parce que je vous observe depuis des semaines. Parce que vous m'obsédez. Sa voix se fait plus douce, plus vulnérable. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai envie de protéger quelqu'un sans rien attendre en retour. Les larmes montent aux yeux d'Élise. C'est de la pitié? Non. Il lève lentement la main vers son visage, s'arrête à quelques millimètres de sa joue. C'est de l'amour naissant, différent, effrayant, mais réel. Elle frissonne sous la chaleur de sa main suspendue. Les journaux vont nous déchirer. Alors donnons-leur une vraie histoire à raconter. Avant qu'elle puisse protester, il referme la distance entre eux et pose délicatement ses lèvres sur les siennes. Le baiser est doux, questionneur, empli d'une tendresse qui fait voler en éclats toutes les défenses d'Élise. Quand ils se séparent, elle pose son front contre le sien, tremblante. « Vous réalisez ce que vous venez de faire » murmure-t-elle. « Oui » souffle-t-il.
Et pour la première fois depuis longtemps, je ne regrette rien. Dehors, dans les rues de Toulouse, la rumeur enfle déjà. Mais dans ce studio souterrain, deux âmes abîmées viennent de trouver un refuge l'une dans l'autre. L'onde de choc ne tarde pas. Dès le lendemain, 3 autres journaux reprennent l'histoire, chacun ajoutant sa dose de sensationnalisme. Radio-scandale. Quand l'amour fait grimper l'audimat. Titre Midi libre. Le téléphone de la station sonne sans arrêt. Journaliste en quête de scoop, auditeur curieux, conseil d'administration inquiet. Élise n'a pas dormi de la nuit. Recroquevillée dans son lit, elle a imaginé tous les scénarios catastrophes. Perte d'emploi, humiliation publique, retour à l'isolement. Le baiser de Théodore résonne encore sur ses lèvres, mélange troublant de désir et de terreur. Elle arrive au studio avec 2 heures de retard, espérant éviter l'affluence matinale. Mais en poussant la porte d'entrée, elle tombe nez à nez avec Margot Kellner, la romancière qu'elle avait interviewée. « Élise !» s'exclame la femme aux cheveux argentés. « Je vous cherchais justement. Madame Kellner, qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai lu les articles. » Son regard pétille d'indignation. Quelle bande d'imbéciles! Ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé lors de notre émission. Élise baisse la tête, honteuse. « Je suis désolée que mon nom soit associé au vôtre dans cette histoire sordide. » « Sordide ?» Margot éclate de rire. « Ma chère enfant, j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître l'amour vrai quand je le vois. Et hier, dans ce studio, j'ai vu un homme regarder une femme comme si elle était la 8e merveille du monde. Vous étiez là ? J'avais oublié mon écharpe. Je suis revenu la chercher et j'ai assisté à votre conversation avec monsieur le maître. Ce baiser, elle sourit avec malice. C'était le plus beau que j'ai vu depuis longtemps. Les joues d'Élise s'empourprent. Les gens vont croire que j'ai eu ma promotion en couchant avec lui. Et alors, laissez-les parler. » Margot lui prend le bras. « Élise, j'ai écrit 23 romans sur l'amour sous toutes ses formes. Croyez-moi, ce que vous vivez est précieux, trop précieux pour le sacrifier au ragot. » Ces mots résonnent encore dans l'esprit d'Élise quand elle descend dans son studio. Elle trouve Théodore qui l'attend assis dans le fauteuil de cuir, un café fumant dans les mains. « J'ai pensé que vous ne viendriez pas, » dit-il simplement. J'ai hésité. Elle s'assoit face à lui, gardant une distance prudente. « Théodore, ce qui s'est passé hier, vous regrettez ?» Sa voix trahit une vulnérabilité qu'il peine à masquer. « Je ne sais pas. » Élise passe une main dans ses cheveux. « Tout va trop vite. Hier encore, j'étais invisible. Aujourd'hui, mon visage s'étale dans les journaux. Le conseil d'administration de ma holding m'a convoqué, annonce-t-il abruptement. Ils ne sont pas contents. Apparemment, ma liaison avec une employée ternit l'image de l'entreprise. Le cœur d'Élise se serre. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? La vérité. Il pose son café et la regarde intensément. Que je suis tombé amoureux de la plus belle voix de France. Que cette femme vaut tous leurs contrats publicitaires réunis. Vous ne pouvez pas sacrifier votre empire pour moi. Qui parle de sacrifice ? Il se penche vers elle. Élise, j'ai passé ma vie à construire quelque chose qui ne me rend pas heureux. Pour la première fois, j'entrevois une possibilité de bonheur authentique. Et si ça ne marche pas entre nous ? Si je ne suis pas assez forte pour votre monde ? Alors, on construira notre propre monde. Sa détermination la bouleverse. Un monde où vous n'aurez plus jamais à vous cacher. Soudain, la porte du studio s'ouvre brutalement. Fabrice apparaît, le visage grave, tenant son téléphone. « Élise, il faut que tu vois ça. » Il lui tend l'appareil. « C'est l'émission d'Éric Durand sur France Culture. Il parle de toi. » La voix du célèbre critique radiophonique emplit le petit studio. Cette Élise Morin incarne tout ce qui va mal dans les médias aujourd'hui. Une parfaite inconnue propulsée animatrice grâce aux caprices d'un milliardaire. C'est la mort du mérite, de la compétence. Chaque mot est un coup de poignard. Élise ferme les yeux, submergée par la honte et la colère. « Éteignez ça !» ordonne Théodore, furieux. « Non !» dit Élise en rouvrant les yeux. « Laissez-le finir. Car enfin, qu'a-t-elle fait pour mériter cette promotion? Quel est son parcours, ses qualifications? La radio française mérite mieux que ses arrangements de couloir. » Quand l'extrait se termine, un silence pesant s'installe. Élise sent le poids des années de dévalorisation lui retomber sur les épaules. « Il a raison, » murmure-t-elle finalement. « Je n'ai pas ma place devant un micro. »« Il a tort, » rétorque Théodore avec violence. « Et je vais le lui prouver. » Il sort son téléphone et compose un numéro. « Allô, France Culture, ici Théodore Lemaître. Je veux un droit de réponse dans l'émission de Durand, demain soir. » Élise le regarde, atterrée. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Ce que j'aurais dû faire depuis le début, » répond-il en raccrochant. « Me battre pour vous, publiquement. » Cette déclaration de guerre médiatique marque un point de non-retour. Demain, leur histoire d'amour naissante sera scrutée par toute la France.
pour le meilleur ou pour le pire. 3 semaines après l'explosion médiatique, la situation semble s'être calmée en surface, mais les tensions couvent toujours. Les articles continuent de paraître, alimentés par Éric Durand qui multiplie les chroniques venimeuses sur l'affaire Morin-Lemaître. C'est dans ce climat tendu que Théodore accepte l'invitation à débattre publiquement sur France Culture. Le plateau de France Culture baigne dans une lumière crue qui transforme le studio en arène médiatique. Théodore fait face à Éric Durand, le critique influent aux tempes grisonnantes et au regard perçant comme une lame. L'homme de 60 ans, vêtu de son éternel costume anthracite, a bâti sa réputation sur l'art de démolir les carrières en quelques phrases cinglantes. Entre eux, la tension est si palpable qu'elle semble électriser l'air du studio. Dans la régie technique, Élise suit le débat en direct, les mains moites agrippées au rebord de la console. Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'il n'explose. Autour d'elle, l'équipe technique observe ce duel inédit avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Jamais un magnate des médias n'avait accepté de se confronter publiquement à Durand sur son propre terrain. « Mesdames et messieurs, bonsoir », commence Durand de sa voix grave cultivée. Nous recevons ce soir Théodore Lemaître, patron du groupe médiatique LTK, pour évoquer les récents remous autour de Radio Culturelle Toulouse et de certaines promotions discutables. Théodore ne bronche pas. Impeccable dans son costume marine, il affiche un calme olympien qui contraste avec l'agressivité sous-jacente de son interlocuteur. Seule Élise remarque la légère crispation de sa mâchoire, signe de tension qu'elle a appris à décoder. « Monsieur Lemaître », reprend Durand d'un ton volontairement condescendant, « expliquez-nous comment une technicienne parfaitement inconnue devient du jour au lendemain animatrice vedette dans votre station. Quels sont ses diplômes? Son expérience? Ses références? » Ses références. Théodore sourit froidement. 15 années d'excellence technique, une connaissance encyclopédique de la littérature contemporaine et surtout un don naturel pour l'écoute que la plupart de vos protégés parisiens n'atteindront jamais. « Allons, soyons sérieux », insiste Durand en agitant une liasse de papier. « J'ai ici son CV. École technique de Toulouse. Aucune formation journalistique, aucune expérience d'antenne avant cette fameuse soirée avec Margot Kellner. Comment justifiez-vous cette promotion fulgurante ?» Dans la régie, Élise ferme les yeux, humiliée par cet étalage public de ce qu'elle considère comme ses insuffisances. Chaque mot de Durand résonne comme un coup de fouet sur ses anciennes blessures. « Vous savez quoi, monsieur Durand ?» Théodore se penche légèrement vers son interlocuteur. « Votre vision du talent m'éclaire sur l'état déplorable de notre paysage culturel. Vous privilégiez les diplômes aux dons, les relations aux compétences, le vernis parisien à l'authenticité provinciale. Du talent ?» Durand ricane avec un mépris affiché. « Elle a fait une seule émission, une interview complaisante avec Margot Kellner, qui d'ailleurs fait partie de vos relations privilégiées. » Stop. La voix de Théodore claque comme un coup de fouet. Ses yeux gris se glacent d'une colère contenue. « Vous n'avez visiblement pas écouté cette émission. Sinon, vous auriez entendu la finesse psychologique de ses questions, sa capacité unique à créer une intimité avec ses invités, sa connaissance pointue non seulement de l'œuvre de Kellner, mais de toute la littérature européenne contemporaine. Monsieur Lemaître, nous n'allons pas... Si, nous allons en parler, l'interrompt Théodore en haussant le ton, parce que votre attaque est révélatrice d'un système pourri que vous incarnez parfaitement. Combien de vrais talents avez-vous étouffé dans l'œuf parce qu'ils ne correspondaient pas à vos critères de caste? Dans la régie, Élise ouvre les yeux, stupéfaite par la violence de la défense de Théodore. Autour d'elle, l'équipe technique échange des regards impressionnés. Le milliardaire mesuré qu'ils ont vu arriver se transforme sous leurs yeux en guerrier implacable. Parlons franchement. Voulez-vous? Durand arbore son sourire de prédateur. N'y a-t-il pas un conflit d'intérêts évident dans cette affaire? Mademoiselle Morin partage-t-elle votre lit, monsieur Lemaître? Le silence qui suit cette question obscène semble durer une éternité. Toute la France retient son souffle. Dans la régie, Élise a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Voilà, c'est dit. La question que tout le monde se pose, formulée avec cette brutalité calculée qui fait la marque de fabrique de Durand. Théodore regarde droit dans l'objectif, son visage sculpté par une détermination farouche. Quand il reprend la parole, sa voix porte une gravité nouvelle. « Mes sentiments personnels ne vous regardent absolument pas », articule-t-il lentement. « Mais puisque vous osez poser cette question avec la vulgarité qui vous caractérise, je vais y répondre avec la franchise qui me caractérise. » Il marque une pause, laissant l'intensité du moment monter encore. « Oui, j'éprouve des sentiments profonds pour Élise Morin.
Oui, je la considère comme exceptionnelle, tant sur le plan professionnel que personnel. Et non, contrairement à ce que votre esprit tordu suggère, cela n'invalide en rien ses compétences remarquables. Durand jubile, persuadé d'avoir marqué un point décisif. Vous admettez donc publiquement que sa promotion est directement liée à vos sentiments. J'admets que j'ai eu l'intelligence et la lucidité de reconnaître un diamant brut que vous autres, critiques autoproclamés et installés dans vos certitudes parisiennes, avez ignoré pendant des années. Théodore se penche vers Durand, son regard devenant incandescent. Vous voulez savoir ce que faisait Élise Morin avant que je la remarque? Elle sublimait le travail de tous vos animateurs préférés, dans l'ombre, sans reconnaissance, sans gloire. Elle corrigeait leurs erreurs, masquait leurs défauts, magnifiait leurs voix médiocres. Elle était déjà exceptionnelle. J'ai simplement eu le bon sens et le courage de la mettre en lumière. Mais enfin, monsieur le maître, reconnaissez au moins que... Non, Théodore se lève d'un bond, sa stature imposante dominant soudain tout l'espace du studio. C'est vous qui allez reconnaître quelque chose. Vous incarnez tout ce qui va mal dans le milieu culturel français de ces 20 dernières années. Cette arrogance déplacée, ce mépris de classe pour quiconque n'entre pas dans vos petites cases préformatées, cette incapacité pathologique à reconnaître le talent quand il ne porte pas l'étiquette des bonnes écoles parisiennes. Sa voix monte, chargée d'une colère froide qui glace l'assistance. Élise Morin vaut à elle seule 10 fois tous vos protégés réunis. Elle a plus de culture, plus de sensibilité, plus d'humanité dans son petit doigt que votre coterie de journalistes formatés n'en aura jamais. Dans la régie, Élise sent les larmes couler silencieusement sur ses joues. Jamais personne ne s'était battu ainsi pour elle, avec une telle passion, une telle conviction. Jamais personne ne l'avait défendue avec cette force, cette détermination absolue. Monsieur le maître, vous perdez manifestement votre sang-froid, tente Durand, visiblement déstabilisé par la violence de l'attaque. Non, monsieur Durand, rétorque Théodore, en retirant son micro d'un geste sec. Je ne perds pas mon sang-froid. Je retrouve mes valeurs. Je retrouve ma dignité. Et je refuse de perdre une minute de plus avec un homme qui confond médiocrité et tradition. Il se lève, ajuste sa veste et plante son regard dans celui de Durand. Cette mascarade est terminée. Si vous voulez vraiment juger Élise Morin, écoutez-la, vraiment, avec vos oreilles, pas avec vos préjugés de classe, avec votre intelligence, si elle existe encore, pas avec votre mépris. Il quitte le plateau d'un pas ferme, laissant derrière lui un silence stupéfait. Durand, pour la première fois de sa carrière, reste sans voix, seul face à ses certitudes ébranlées et à une audience qui vient d'assister à un moment de télévision exceptionnellement rare. 45 minutes plus tard, Théodore retrouve Élise dans les jardins du Trocadéro où elle l'attendait, assise sur un banc face à la Seine. Le soleil couchant teinte le fleuve de reflets cuivrés et la tour Eiffel se dresse majestueusement dans le lointain, gardienne silencieuse de leur moment d'intimité retrouvé. « Vous êtes complètement fou !» lui dit-elle quand il s'approche, sa voix mêlant reproche et admiration. Complètement fou et magnifiquement inconscient. Probablement, acquiesce-t-il en s'asseyant à côté d'elle, soudain vidé par l'intensité de la confrontation. Mais je ne pouvais pas le laisser vous salir ainsi, pas lui, pas devant toute la France. Vous venez de vous faire un ennemi mortel dans le milieu culturel parisien, murmure-t-elle en observant son profil fatigué. Durand ne vous pardonnera jamais cette humiliation publique. Et alors ? Il lui prend doucement la main, entrelace leurs doigts avec une tendresse infinie. « Élise, j'en ai assez de jouer selon leurs règles hypocrites, assez de faire semblant d'appartenir à un monde que je méprise au fond. » Elle tourne vers lui ses yeux verts embués de larmes, cherchant à déchiffrer les émotions qui traversent son regard. « Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous risquez votre réputation, votre position, tout ce que vous avez construit pour moi? Parce que vous me rendez meilleur, répond-il, sa voix se brisant légèrement sous l'émotion. Parce qu'avec vous, j'ai enfin envie de construire quelque chose de vrai, de durable, d'authentique. Pas un empire de plus, pas une fortune supplémentaire. Juste nous, juste cette vérité entre nous deux. Élise reste silencieuse, submergée par l'ampleur de cette déclaration. Autour d'eux, Paris continue de vivre. Les touristes photographient la tour Eiffel, les couples s'embrassent sur les bancs, les enfants courent après les pigeons. La vie normale, insouciante, qu'elle a toujours observée de loin. J'ai peur, avoue-t-elle finalement, sa voix tremblante. Peur de ne pas être à la hauteur de votre sacrifice. Peur de vous décevoir. Moi aussi j'ai peur, répond-il, en portant leurs mains jointes à ses lèvres. Mais j'ai encore plus peur de vous perdre. J'ai plus peur de passer le reste de ma vie en me demandant ce qui aurait pu arriver si j'avais eu le courage de me battre pour vous. Elle lève les yeux vers lui, et pour la première fois depuis qu'elle le connaît,
Elle y lit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans aucun regard masculin. De l'amour, sans condition, sans calcul, sans arrière-pensée. Un amour qui ne demande rien d'autre que d'exister. « Et si on essayait » murmure-t-elle, sa voix à peine audible dans le murmure du soir parisien. Le sourire qui illumine alors le visage de Théodore pourrait faire pâlir tous les couchers de soleil de Paris réunis. Il la prend dans ses bras, la serre contre lui avec une intensité qui dit tout de leur victoire commune sur la peur et les conventions. Au loin, les cloches de Notre-Dame sonnent 8 heures, comme pour bénir cette promesse d'amour née dans la tourmente et scellée dans la lumière dorée d'un soir d'automne. 6 mois plus tard, par une chaude soirée de juin où l'air parisien embaume le tilleul et la rose, Élise se prépare pour l'émission la plus importante et la plus terrifiante de sa carrière naissante. Les studios de France Culture bourdonnent d'une activité inhabituelle. Techniciens qui ajustent fébrilement les éclairages, réalisateurs qui peaufinent les derniers détails, journalistes qui guettent le moindre faux pas de celle qui fait encore polémique dans les cercles culturels parisiens. « Vous sentez-vous prête pour ce grand soir ?» demande Margot Kellner en entrant dans la loge d'Élise. La romancière aux cheveux argentés, devenue au fil des mois une véritable marraine artistique, porte une robe de soie bleu nuit qui met en valeur l'éclat malicieux de ses yeux. Élise ajuste nerveusement le col de sa veste bordeaux, choisie spécialement par Théodore pour sa couleur apaisante. « Aussi prête qu'on peut l'être avant de se jeter dans l'arène au lion », répond-elle avec un sourire crispé. À travers la cloison vitrée, elle aperçoit l'effervescence du studio principal. Les caméras sont positionnées, les micros réglés à la perfection, et sur le plateau trône fièrement le logo de Voix d'ailleurs, l'émission mensuelle en prime time que France Culture lui a finalement proposée après des semaines de négociations houleuses et de débats internes. « Vous savez, » confie Margot en s'asseyant dans le fauteuil maquillage à côté d'elle, « j'ai vécu ma part de premières importantes. Mon premier roman publié, ma première lecture publique, mon premier prix littéraire, mais aucune n'a eu l'impact que votre émission va avoir ce soir. Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Margot sourit avec cette sagesse tranquille que donnent les années. « Parce que vous ne faites pas ça pour vous. Vous le faites pour toutes ces voix qu'on n'entend jamais, tous ces talents qu'on ignore, toutes ces histoires qu'on dédaigne. » Dans la régie technique, Théodore supervise personnellement les derniers réglages sonores. Il a troqué ses costumes de patron contre un pull en cachemire gris et un jean, adoptant progressivement ce style plus décontracté depuis qu'il a commencé à transformer son empire médiatique. Sa holding s'est recentrée sur des projets culturels et éducatifs, abandonnant les chaînes commerciales pour se concentrer sur des contenus de qualité. « Monsieur le maître ?» l'interpelle le réalisateur. « Tout est parfait côté technique. Mais êtes-vous sûr qu'elle va tenir le coup? La pression est énorme ce soir. » Théodore observe Élise à travers la baie vitrée. Elle discute avec Margot, ses gestes trahissant une nervosité compréhensible. « Elle va plus que tenir le coup, » répond-il avec une conviction absolue. « Elle va être magnifique. » Il ne peut s'empêcher de repenser au chemin parcouru depuis cette confrontation télévisée avec Durand. Les semaines qui avaient suivi avaient été éprouvantes. Articles venimeux dans la presse spécialisée, pression du conseil d'administration, tentative de boycott orchestrée par les amis du critique humilié. Mais ils avaient tenu bon, unis par une détermination commune et un amour qui n'avait cessé de se renforcer dans l'adversité. « Élise, c'est l'heure », annonce l'assistant réalisateur en frappant à la porte de la loge. Elle se lève, inspire profondément et rejoint le plateau baigné de lumière chaude. 3 fauteuils l'attendent, le sien et ceux de ses invités de ce soir inaugural. Karim Messaoudi, jeune poète franco-algérien découvert dans les cafés de Belleville. Ana Cristina Santos, romancière brésilienne dont les œuvres, traduites pour la première fois en français, bouleversent déjà les cercles littéraires. Et surprise de dernière minute, Fatou Diallo, griotte sénégalaise qui perpétue la tradition orale de son pays tout en la modernisant. « Mesdames, Monsieur, bonsoir », commence Élise face à la caméra principale, sa voix portant une sérénité nouvelle, acquise au prix de longs mois de travail sur elle-même et de thérapie. « Je suis Élise Morin, et j'ai l'honneur de vous présenter la première émission de Voix d'ailleurs. » Elle marque une pause, laissant son regard parcourir le plateau avant de se poser sur l'objectif. Dans la régie, Théodore retient son souffle. « Avant de donner la parole à mes invités exceptionnels, j'aimerais vous expliquer pourquoi cette émission existe. Pourquoi j'ai accepté de quitter l'ombre rassurante de ma cabine technique pour me tenir devant vous ce soir. Ça n'était pas prévu au programme. » Le réalisateur lance un regard interrogateur à Théodore, qui d'un geste lui fait signe de laisser faire. « Il y a un an,
J'étais technicienne son dans une petite radio toulousaine. Je me cachais dans un sous-sol, invisible, protégé du monde par mes machines et mes écouteurs. J'avais appris à me taire après une relation destructrice qui m'avait convaincu que je ne valais rien, que ma voix n'avait aucune importance. Dans les salons de France, les auditeurs se penchent vers leur poste. Cette introduction intime et personnelle les prend au dépourvu, habitués qu'ils sont aux présentations convenues des émissions culturelles. Un jour, un homme est entré dans ma vie, un homme puissant, habitué à être obéi et respecté. Mais contrairement à celui qui m'avait brisé, il n'a pas voulu me posséder, il a voulu me libérer. Sa voix se charge d'émotions maîtrisées, chaque mot pesé et sincère. Il a vu en moi ce que je n'arrivais plus à voir, quelqu'un qui méritait d'être entendu. Théodore ferme les yeux, bouleversé par ce courage qu'elle déploie en direct devant des centaines de milliers de Français. Les journaux ont écrit que j'étais sa maîtresse, que je devais ma carrière à ses faveurs intimes. Ils se trompaient complètement. Je dois ma carrière à ma propre décision d'arrêter de me cacher, de cesser de croire aux mensonges qu'on m'avait fait avaler. Lui m'a juste tendu la main quand j'ai enfin trouvé le courage de sortir de l'ombre. Elle se tourne vers ses invités, qui l'écoutent avec une attention respectueuse et émue. Aujourd'hui, je crée cette émission pour tous ceux qui se cachent encore, pour toutes les femmes qui ont cru qu'elles ne méritaient pas d'être entendues, pour tous les artistes qui pensent que leur origine, leur accent, leur différence les disqualifient automatiquement. Sa voix se raffermit, portée par une conviction profonde. Vous valez quelque chose. Votre voix compte. Votre histoire mérite d'être racontée. Et il n'est jamais trop tard pour sortir de l'ombre et revendiquer sa place au soleil. Un silence ému accueille cette déclaration. Dans le studio, l'équipe technique a cessé toute activité, captivée par cette confession bouleversante. Les téléphones de la station commencent déjà à sonner. Maintenant, reprend Élise avec un sourire lumineux, accueillons nos invités de ce soir. 3 artistes qui, comme moi, ont dû apprendre à faire entendre leur voix dans un monde qui préférait les ignorer. L'émission qui suit dépasse toutes les espérances. Libérée de ses dernières inhibitions, Élise révèle l'étendue de son talent. Curiosité intellectuelle insatiable, empathie naturelle qui met ses invités en confiance, culture impressionnante qui lui permet de tisser des liens inattendus entre les œuvres. Elle fait parler Karim de ses poèmes urbains avec la même finesse qu'elle évoque avec Anna Cristina les mystères de l'Amazonie littéraire, ou qu'elle guide Fatou dans l'exploration de la tradition griotte revisitée. Vous savez, Élise, confie Karim vers la fin de l'émission, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est de grandir entre 2 mondes, 2 langues, 2 cultures. Peut-être parce que j'ai moi-même longtemps vécu entre 2 mondes, répond-elle avec simplicité. Celui où je me cachais et celui où je rêvais d'exister. Anna Cristina hoche la tête avec émotion. Dans mes romans, j'écris souvent sur des femmes qui trouvent leur voie. Vous incarnez cette métamorphose. Et vous, Fatou? Demande Élise en se tournant vers la griotte. Que pensez-vous de cette idée de trouver sa voie? La femme aux tresses ornées de perles dorées sourit avec une sagesse ancestrale. Dans ma tradition, on dit que chaque personne naît avec une chanson unique dans le cœur. Mais il faut parfois toute une vie pour oser la chanter. Vous avez trouvé votre chanson. Quand le générique de fin retentit, un silence ému plane sur le studio. Les 3 invités se lèvent spontanément pour serrer Élise dans leurs bras touchés par cette heure de télévision exceptionnelle. Théodore entre dans le studio, les yeux brillants de fierté et d'amour. « Vous avez été au-delà de magnifique », murmure-t-il en la prenant dans ses bras. « Vous avez été vrai, complètement courageusement vrai. » Mais Élise n'écoute déjà plus les compliments. Elle est happée par l'émotion de ce moment, par la conscience d'avoir franchi un cap définitif. Autour d'elle, l'équipe technique applaudit spontanément, fait rare dans ce milieu habitué aux productions en série. « Madame Morin ?» L'assistant réalisateur s'approche, tenant son téléphone. « France Culture souhaite vous parler de toute urgence, et les réseaux sociaux, c'est de la folie. Voix d'ailleurs est en tête des tendances. » Dans la voiture qui les ramène vers leur hôtel, Élise et Théodore roulent en silence à travers Paris nocturne. Les Champs-Élysées scintillent de leurs 1000 lumières. La place de la Concorde s'étend majestueusement sous la lune et la Seine reflète les illuminations des monuments. « À quoi pensez-vous » demande Théodore en remarquant son expression pensive. « Je pense à cette fille terrifiée qui se cachait dans un sous-sol toulousain il y a 1 an, répond-elle en regardant défiler les façades haussmanniennes. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle aurait le courage de raconter son histoire devant toute la France. Cette fille existe toujours en vous, dit-il doucement. C'est elle qui vous donne cette authenticité, cette capacité à toucher les gens au cœur. Élise se tourne vers lui,
étudie son profil dans la lumière des réverbères. « Et vous? Des regrets ?»« Un seul, » répond-il en lui prenant la main. « Ne pas vous avoir trouvé plus tôt. Nous n'étions peut-être pas prêts plus tôt. » « Vous avez probablement raison. » Ils portent leurs mains jointes à ses lèvres. « Mais maintenant, nous le sommes. » Le lendemain matin, il découvre l'ampleur du phénomène. Les journaux titrent sur « La révélation Morin », l'émission qui réconcilie avec la télé culturelle, quand l'authenticité révolutionne l'audiovisuel. Les critiques, même les plus réfractaires, saluent unanimement la qualité de la prestation. « Regardez ça », dit Théodore en lui tendant le Figaro ouvert à la page culture. Élise Morin réinvente l'interview culturelle avec une sincérité bouleversante. Loin des codes parisiens, elle crée une intimité rare avec ses invités et ses téléspectateurs. Mais c'est un autre article qui touche Élise au cœur. Dans Libération, un long témoignage signé une auditrice de Toulouse raconte comment l'émission l'a aidée à quitter un mari violent. « Merci, Madame Morin, de nous avoir montré qu'on peut sortir de l'ombre et retrouver sa dignité. » Assise dans le petit café de Montparnasse, où ils prennent leur petit déjeuner, Élise relit ce témoignage en retenant ses larmes. « Vous vous rendez compte ?» murmure-t-elle. « Si une seule femme trouve le courage de changer sa vie grâce à ce que j'ai dit hier soir, ce ne sera pas une seule, » prédit Théodore en observant son téléphone qui n'arrête pas de sonner. France Culture vient de me confirmer que l'émission a réalisé la meilleure audience de la chaîne depuis 5 ans. Ils veulent vous proposer une émission hebdomadaire. Élise pose sa tasse de café, soudain submergée par l'ampleur de ce qui lui arrive. J'ai l'impression de vivre un rêve dont j'ai longtemps pensé qu'il était interdit aux gens comme moi. Aux gens comme vous, aux gens abîmés, aux gens ordinaires, aux gens qui viennent de nulle part. Théodore se penche vers elle, par-dessus la petite table du café. Élise, vous ne venez pas de nulle part. Vous venez de là où naissent les plus belles histoires, de la douleur transformée en force, de la blessure transformée en ouverture, du silence transformé en parole libératrice. Ces mots résonnent en elle comme une vérité définitive. Pour la première fois depuis qu'elle le connaît, elle comprend que son parcours n'est pas un handicap mais une richesse, que ses cicatrices ne sont pas des faiblesses mais des preuves de sa résilience. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande-t-elle. « Maintenant ?» Théodore se lève et lui tend la main. « Maintenant, on rentre à Toulouse. On récupère nos vies, nos habitudes, notre bonheur simple. Et on continue de construire quelque chose de beau ensemble. » Ils sortent du café, main dans la main, s'arrêtent un instant sur le boulevard pour regarder Paris qui s'éveille. Dans quelques heures, ils seront de retour dans leur ville rose, dans leur appartement près du canal du Midi, dans leur quotidien fait de petits bonheurs et d'amour patient. Mais ils savent tous les deux qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Élise n'est plus l'âme invisible de la station. Elle est devenue une voix libre, authentique, qui résonne désormais bien au-delà des murs d'un studio radiophonique. Et cette transformation, ils l'ont accomplie ensemble, prouvant que les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui nous changent, mais celles qui nous révèlent enfin qui nous sommes vraiment. 5 ans plus tard, le soleil de septembre filtre à travers les hautes fenêtres du studio privé que Théodore a fait aménager dans leur maison des coteaux de Pec-David, surplombant Toulouse. Élise ajuste délicatement les derniers réglages de sa console de mixage personnel, une merveille de technologie qu'elle a contribué à concevoir avec une équipe d'ingénieurs allemands. « Maman, tu viens jouer ?» La petite voix d'Amélie résonne depuis le jardin. Leur fille de 3 ans, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux verts pétillants comme ceux de sa mère, court entre les lavandes que Théodore a plantées l'année dernière. « J'arrive, ma chérie », répond Élise en français, avant de basculer vers l'anglais pour terminer son interview avec l'auteur canadien qu'elle reçoit en direct depuis Montréal. Son émission « Voix d'ailleurs » est désormais diffusée dans 12 pays francophones. À travers la baie vitrée, elle aperçoit Théodore qui pousse doucement la balançoire, où leur fils Gabriel, 18 mois, gazouille de bonheur. L'empire médiatique de Théodore a évolué. Il a vendu ses parts dans les chaînes commerciales pour se concentrer sur des projets culturels et éducatifs. Leur fondation, Les Voix libres, a déjà aidé plus de 200 artistes méconnus à se faire entendre. « C'était parfait, Élise », confirme son réalisateur depuis Paris. L'émission de la semaine prochaine avec la poétesse sénégalaise va faire sensation. Élise retire ses écouteurs et descend dans le jardin parfumé de romarin et de thym. Toulouse s'étend à leurs pieds, ses toits roses scintillant dans la lumière dorée de l'automne naissant. La basilique Saint-Cernin dresse fièrement ses tours au loin, témoin immuable de leur histoire d'amour. « Comment s'est passé l'enregistrement ?» demande Théodore, en l'attirant contre lui. Ses cheveux grisonnent légèrement aux tempes, et de fines rides marquent le coin de ses yeux, traces des sourires partagés
et des nuits passées à bercer leurs enfants. Merveilleusement bien. Et toi, tes négociations avec l'université? Signé ce matin. Il sourit avec la satisfaction du travail accompli. Le programme de bourse pour étudiants en communication pourra accueillir 100 jeunes de plus l'année prochaine. Amélie accourt vers eux, tenant précieusement un papillon orange qu'elle a réussi à approcher. Regardez, il est beau comme maman. Élise s'agenouille pour admirer la découverte de sa fille, ces gestes simples qui composent désormais le quotidien de leur bonheur. Qui aurait cru qu'elle, la femme qui se cachait dans les sous-sols, deviendrait mère de 2 enfants rayonnants? Tu te souviens? Murmure Théodore en caressant ses cheveux maintenant librement détachés. De ce jour où tu m'as dit que tu avais peur de ne pas être assez forte pour mon monde. J'avais tort, répond-elle en se redressant. Ce n'était pas ton monde, c'était le nôtre qu'il fallait construire. Le soir venu, après avoir couché les enfants, il s'installe sur la terrasse avec une bouteille de vin de Gaillac. Les grillons chantent dans les vignes voisines et les lumières de la ville rose scintillent comme des étoiles terrestres. J'ai reçu un appel aujourd'hui, annonce Théodore, un sourire mystérieux aux lèvres, de Margot Kellner. Elle veut écrire une biographie. Une biographie? Élise manque de renverser son verre. Mais je ne suis qu'une... Arrête, l'interrompt-il doucement. Tu es la femme qui a inspiré un mouvement. Sais-tu combien de lettres nous recevons chaque mois de femmes qui ont trouvé le courage de quitter des relations toxiques après t'avoir entendu à la radio? C'est vrai, leur boîte aux lettres déborde de témoignages bouleversants. Femmes qui ont quitté des maris violents, artistes qui ont osé sortir de l'ombre, personnes brisées qui ont retrouvé leur voix grâce à l'exemple d'Élise. Parfois j'ai l'impression de rêver, confie-t-elle en se blottissant contre lui. Cette vie, cette famille, cette liberté... Il y a 5 ans, j'étais convaincu que je ne méritais rien de tout ça. Et maintenant, je sais que l'amour ne se mérite pas. Il se reçoit, il se donne, il se construit jour après jour. Théodore l'embrasse tendrement, ce geste devenu aussi naturel que respirer. Tu as transformé ma vie, Élise. Avant toi, j'étais riche, mais vide, puissant, mais seul. Et moi, j'étais invisible, mais vivante. Ensemble, on est devenus visibles, eux et vivants. Dans le moniteur bébé, Gabriel babille dans son sommeil. Amélie a laissé sa peluche préférée, un petit écureuil qu'elle a baptisé Radio, sur le canapé du salon. Ces détails du quotidien, ces preuves tangibles de leur bonheur familial, émueillent encore Élise. Au fait, dit Théodore en sortant une enveloppe de sa poche, nous avons aussi reçu ça aujourd'hui. Élise reconnaît l'entête du ministère de la Culture. À l'intérieur, une lettre officielle l'informant qu'elle figure sur la liste des personnalités pressenties pour recevoir les insignes de chevalier des arts et des lettres lors de la prochaine promotion pour sa contribution exceptionnelle au renouvellement du paysage radiophonique français et son engagement en faveur des voix méconnues. « Je refuse », dit-elle immédiatement. « Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qu'il faut récompenser. C'est nous, tous ceux qui m'ont aidé à sortir de l'ombre. Fabrice, Caroline, Margot, toi surtout. Accepte cette distinction, insiste-t-il. Pas pour toi, mais pour toutes les femmes qui se cachent encore. Montre-leur qu'on peut partir de nulle part et aller très loin. » Cette nuit-là, allongée dans leur lit au drap de lin blanc, Élise écoute la respiration régulière de Théodore endormi à ses côtés. Par la fenêtre ouverte, le parfum des dernières roses du jardin se mêle à la brise nocturne. Elle repense à cette fille brisée qui se cachait dans un studio souterrain, persuadée qu'elle ne valait rien. Cette femme qu'était Élise n'existe plus. À sa place, une mère épanouie, une professionnelle reconnue, une femme aimée et aimante. Le lendemain matin, en préparant le petit déjeuner pendant que Théodore donne le bain aux enfants, elle entend la radio diffuser un extrait de sa dernière émission. Sa voix claire et assurée emplit la cuisine ensoleillée. L'amour véritable ne vous change pas, il vous révèle. Il ne vous complète pas, il vous libère. Et la plus belle des déclarations d'amour n'est pas « je ne peux pas vivre sans toi », mais « je suis plus moi-même avec toi qu'avec quiconque d'autre ». Ces mots qu'elle avait prononcés la veille résonnent maintenant dans sa propre maison comme une évidence lumineuse. Dehors, Toulouse s'éveille sous un ciel d'azur, prête à accueillir une nouvelle journée de cette vie qu'elle a appris à embrasser pleinement. Amélie dévale l'escalier en pyjama, ses cheveux en bataille et son sourire radieux. « Maman, papa a dit qu'on pouvait aller au marché acheter des fleurs. »« Bien sûr, ma chérie. » Élise la prend dans ses bras, respire son odeur de savon et d'enfance heureuse. « On va choisir les plus belles, d'accord ?» Gabriel arrive dans les bras de Théodore babillant joyeusement. La petite famille se retrouve dans la cuisine inondée de soleil, partageant tartines grillées et confitures de figues maison. « À quoi tu penses ?» demande Théodore en voyant le sourire rêveur d'Élise. « Je pense que nous avons réussi.
répond-elle en embrassant le front de Gabriel. Nous avons construit quelque chose de beau, de solide, d'authentique. Et ce n'est que le début, ajoute-t-il en lui prenant la main libre. Cette promesse d'avenir flotte dans l'air parfumé de leur cuisine toulousaine. Plus tard, ils iront effectivement au marché, choisiront ensemble des dahlias oranges et des cosmos roses. Amélie courra entre les étals en riant, Gabriel observera le monde depuis son porte-bébé, et Élise saluera les commerçants qui la connaissent désormais comme Madame le Maître, la dame de la radio. Car oui, elle a pris le nom de Théodore lors de leur mariage intime dans la chapelle du château de Pibrac, 3 ans plus tôt. Non par tradition, mais par choix, par envie de sceller leur union d'une façon tangible, visible. L'après-midi, tandis que les enfants font la sieste, Élise et Théodore se promènent main dans la main dans les allées du jardin japonais du Compans Caffarelli. Ils parlent de leurs projets, l'extension de la fondation en Afrique francophone, le livre de mémoire qu'Élise envisage d'écrire, les études d'Amélie qui montrent déjà un don pour la musique. « Tu regrettes parfois ?» demande soudain Théodore. « Cette vie publique, ces responsabilités ?» Élise s'arrête près du bassin aux carpes koi, réfléchit sérieusement à la question. « Je regrette parfois la simplicité d'avant, mais jamais la solitude. Plus jamais la solitude. Moi non plus, avoue-t-il. Avant toi, j'étais puissant mais pas libre. Maintenant, je suis libre d'être vulnérable, libre d'aimer sans calcul. » Le soir, après le dîner en famille et les histoires du coucher, ils se retrouvent dans leur bureau commun. Théodore prépare une conférence sur l'éthique dans les médias, tandis qu'Élise peaufine l'interview d'une jeune réalisatrice camerounaise pour son émission de la semaine suivante. « Élise » l'appelle-t-il soudain. « Oui, je t'aime. » Elle lève les yeux de ses notes, sourit de ce sourire qui illuminait déjà leur premier studio souterrain. « Moi aussi, je t'aime. » Ces mots simples, échangés dans la quiétude de leur foyer, valent tous les serments du monde. Bien plus tard, quand leurs enfants seront grands et voleront de leurs propres ailes, quand les cheveux de Théodore seront tout blancs et qu'Élise portera des lunettes pour lire, ils se souviendront de cette époque bénie où ils ont appris ensemble que l'amour véritable ne protège pas de la vie, mais donne la force de la vivre pleinement. Mais pour l'instant, dans cette maison des coteaux toulousains où résonnent encore les échos de leurs rires d'enfants, Élise et Théodore savourent chaque instant de ce bonheur patient, construit pierre après pierre, jour après jour, car ils ont compris que les plus belles histoires d'amour ne se terminent jamais vraiment. Elles se transforment, s'approfondissent, se renouvellent au gré des saisons de la vie. Et quand Élise éteint sa console pour la nuit, quand Théodore referme ses dossiers, quand ils éteignent les lumières de leur maison endormie, ils savent qu'ils ont gagné le plus beau des paris, celui d'avoir osé s'aimer malgré leurs blessures, au-delà de leurs peurs, et pour toujours. Fin. L'amour véritable ne guérit pas nos blessures. Il nous apprend à danser avec nos cicatrices. Il ne nous change pas, il nous révèle. Et la plus belle des victoires n'est pas de devenir parfait, mais de devenir authentiquement soi-même aux côtés de quelqu'un qui nous aime pour ce que nous sommes vraiment. Vous êtes-vous déjà senti invisible comme Élise? Avez-vous déjà eu votre voix réduite au silence par quelqu'un qui prétendait vous aimer? À quoi ressemblerait votre vie si, comme elle, vous trouviez le courage de sortir de l'ombre et de vous permettre d'être vraiment vu et aimé? Quel moment du parcours d'Élise a le plus touché votre cœur quand elle s'est cachée pendant 3 ans après sa relation toxique, quand Théodore l'a défendue publiquement contre tout l'establishment culturel français, ou quand elle a finalement raconté son histoire à la télévision nationale? Votre participation sur la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.